Il marchait seul, toujours. Pas de voiture, pas de maison, pas de visage mémorable. Juste un sac à dos et une trajectoire semée de cadavres. Dans son sillage, des enfants assassinés, des innocents condamnés, et un pays entier pris au piège de son silence. Son nom, Francis Holm, et pendant 8 ans, la France l'a laissé passer. L'homme marchait sans destination, un sac en bandoulière, un manteau déchiré collé à sa silhouette maigre, et des chaussures usées par le gravier, le béton et le temps. Il passait inaperçu à travers les petites villes et les routes rurales de France. Dans les gares, il s'asseyait en silence, toujours seul, observant, écoutant. Sa présence ne suscitait jamais d'inquiétude juste à ce que l'on découvre que, partout où Francis Holm passait, quelqu'un mourait. On l'a surnommé le routard du crime. Et ces meurtres ne laissaient aucune signature, seulement un motif de violence et de confusion qui entrait la France pendant des décennies. Né le 25 février 1959 à Metz, dans la région de Lorraine, Francis Holm a grandi dans un climat familial instable. Son père, alcoolique, strict et souvent violent, faisait régner la terreur à la maison. Francis, frêle et timide, était profondément attaché à sa mère, seul repère affectif dans ce chaos. Mais ce refuge n'a pas duré. Lorsque sa mère mourut d'un cancer en 1975, une partie de Francis s'est effondrée. Il dira plus tard que ce jour-là, son monde s'était arrêté. À 17 ans, il est devenu étranger à la vie normale. Il a abandonné l'école, a commencé à boire et a été diagnostiqué plus tard avec la maladie de Kouf, une forme rare d'épilepsie entraînant des crises et des troubles cognitifs. Les hôpitaux psychiatriques sont devenus familiers, puis les rues. Il n'a jamais travaillé. Sa vie devint une suite de centres d'hébergement, de trajets en train et d'errances sans but. Mais dans son silence, une noirceur s'installait. En septembre 1984, près du village de Pas-de-Calais, le corps de Christiane Hotin, 39 ans, fut retrouvé poignardé et abandonné dans un fossé. Le meurtre était brutal. Multiples coups de couteau. Mais aucun signe d'agression sexuelle. Aucun mobile. Aucun suspect. L'affaire fut classée. Des années plus tard, Holm évoquera l'endroit et la méthode avec une précision glaçante. Il reconnaîtra sa culpabilité, mais à l'époque, aucune trace, pas d'empreinte, pas d'ADN, et il ne resta jamais sur les lieux. Il prit un train et disparut. Ce qui a le plus dérouté les enquêteurs, c'est que Francis Holm ne correspondait à aucun profil connu. Il n'était ni organisé, ni totalement impulsif. Il était à la fois tout cela et rien de cela. Il n'avait aucun type de victime précis. Certains étaient des enfants, d'autres des femmes âgées, certains étaient des inconnus croisés par hasard, d'autres vus une seule fois. Holm tuait souvent avec des acolytes, des marginaux ou des vagabonds comme lui, des hommes brisés, mentalement fragiles, souvent alcooliques. D'autres fois, il agissait seul. Certains étaient étranglés, d'autres poignardés ou battus. Une victime fut tuée avec une clé anglaise, une autre avec une ceinture. Aucune signature, seulement la précision géographique, presque obsessionnelle, avec laquelle il se souvenait de chaque scène. Au policier, il dira plus tard, près de l'église dans les bois, la maison rouge au virage, celle avec le chien, c'est là qu'elle était. Et chaque fois, les lieux correspondaient au dossier. Cette affaire allait bouleverser la France. 2 jeunes garçons, Cyril Beining et Alexandre Beckrich,
tous deux âgés de 8 ans, furent retrouvés morts près d'une voie ferrée à Montigny-lès-Metz. Leur crâne avait été fracassé à coups de pierre. Ils jouaient avec des petites voitures près des rails avant de disparaître. La police arrêta Patrick Dills, un adolescent de 16 ans, sans antécédent. Après un long interrogatoire, il avoua, puis se rétracta, affirmant avoir été contraint. Il fut tout de même condamné à la prison à perpétuité en 1989. Pendant 15 ans, Dill croupit en prison, puis vint un mot de Holm. Au cours d'une enquête distincte, il dit à un officier « 2 gamins sur les rails près de Metz. Je connais cet endroit. » Il donna des détails exacts de la pierre utilisée, la position des corps, même l'heure. Cela déclencha une enquête complète. On découvrit que Holm se trouvait bien à Montigny le jour du double meurtre. En 2002, Patrick Dills fut innocenté et libéré. En 2017, Holm fut condamné pour ces 2 meurtres, après de nouveaux témoignages et la validation de ses anciennes déclarations. Mais le mal était déjà fait. Entre 1984 et 1992, Francis Holm a commis ou participé à au moins 11 meurtres et il a revendiqué la présence ou l'implication dans plus de 30 affaires. Certaines étaient des aveux directs, d'autres furent confirmés après des années de vérification. Horaires de train, archives de foyer, rapports médico-légaux. Parmi les victimes, Michel Renaud, 19 ans, poignardé après une dispute lors d'une beuverie en Bretagne. Laurent Bureau, 8 ans, retrouvé mort à Saint-Brieuc en 1989. Poignardé 17 fois alors qu'il faisait du vélo. Holm logeait dans un foyer à proximité. Il décrivit le blouson de Laurent avec une précision terrifiante. Jacques Doulier, 59 ans, tué à Fréjus en 1985. Battu lors d'une tentative de vol. Holm admit sa présence, mais accusa un compagnon d'avoir donné le coup fatal. Devant la cour, il disait souvent « J'étais là, oui, mais ce n'est pas moi qui ai tué, c'était l'autre. Je ne l'ai pas empêché, c'est vrai. » Coupable ou complice, sa responsabilité était claire. L'état mental d'Holm a été étudié par plusieurs experts. Malgré sa maladie génétique, ses épisodes de psychose et ses tendances paranoïaques, il a toujours été déclaré responsable pénalement. Il comprenait ses actes et il savait fuir. Un psychiatre écrit « Il est profondément détaché de la réalité émotionnelle. Sa mémoire est photographique concernant les lieux, mais quasi vide sur les émotions humaines. » Holm exprimait rarement des remords. Il ne glorifiait pas ses actes, mais il ne les regrettait pas. Il était un prédateur passif, un opportuniste, mu par une impulsion froide et un vide affectif. Il racontait les meurtres comme s'il parlait d'une promenade. On a bu. J'ai eu un coup de sang. Il était mort. Je suis parti. Ce n'est pas un enquêteur qui l'a attrapé, mais une travailleuse sociale. En 1992, hospitalisée dans une unité psychiatrique, Holm discute calmement d'un meurtre avec une infirmière. Il décrit la scène, la météo, le nombre de coups. Inquiète, elle alerte la police. Les enquêteurs croisent ses dires avec une affaire non résolue. C'est une correspondance parfaite. L'enquête s'élargit. Il retrace ses déplacements, les croise avec des meurtres non élucidés. La toile se tisse. À chaque endroit où un corps avait été découvert, Holm était passé, et il commença à parler. À partir de 1994, Francis Holm comparaît dans de multiples procès, chacun pour un meurtre distinct. Les audiences sont longues, techniques, parfois absurdes.
Il ne nie presque jamais sa présence. Mais il dévie souvent la responsabilité. Ses avocats invoquent parfois l'instabilité mentale. Les experts, eux, confirment qu'il peut être jugé. Il est condamné pour 11 meurtres et soupçonné dans des dizaines d'autres. Certains cas ne seront jamais résolus. Certaines victimes ne seront jamais identifiées. L'affaire Holm a révélé de graves failles. Dans le système judiciaire français, les polices locales ne communiquaient pas entre elles. Aucun fichier centralisé pour croiser les meurtres et les suspects itinérants. Des aveux forcés utilisés comme preuve principale, comme dans le cas tragique de Deal. Aucun protocole clair entre hôpitaux psychiatriques, foyers et autorités. Après 1992, la France a mis en place des réformes majeures. Fichiers partagés, base ADN centralisée, meilleure coopération entre régions. Mais pour les familles, ces mesures sont arrivées trop tard. Francis Holm est aujourd'hui incarcéré à la prison d'Ensisheim, en Alsace. Étroitement surveillé, il parle rarement. Les entretiens sont rares. Il n'écrit pas, ne témoigne pas. Il est devenu un objet d'étude, plus qu'un personnage médiatique. Son absence d'émotion intrigue. Son parcours nomade déroute. Il n'a jamais cherché la célébrité, jamais écrit de livre, jamais présenté d'excuses. Lors de son dernier procès, on lui demande « Pensez-vous aux enfants que vous avez tués à Montigny ?» Il regarde la table. Murmure, ils me reviennent parfois en rêve, mais pas souvent. Dans l'histoire criminelle française, Francis Holm ne choque pas par sa folie furieuse, mais par son vide. Il ne tuait ni pour le sexe, ni pour le pouvoir. Il tuait par absence de raison, parce qu'il était là, et que personne ne l'arrêta. Pendant des années, il erra dans les angles morts de la République esgare, ses foyers, ses forêts, un fantôme en manteau râpé, un nom qu'on n'a reconnu que trop tard.